À Noël, nous étions chez mes parents pour le dîner, et c'est là que les enfants ont commencé à parler avec enthousiasme des cadeaux. Ma mère a regardé mes jumeaux de 8 ans et a dit « Regardez-moi ces sales têtes. Pourquoi le Père Noël viendrait-il ici? Et à cause de vous, les autres enfants pourraient ne rien recevoir. » C'est alors que tous les adultes se sont mis à rire, tandis que les autres enfants ont commencé à crier sur mes jumeaux « Dépêchez-vous de partir. Nous voulons nos cadeaux. On ne veut pas que le Père Noël s'en aille à cause de vous, les moches. » Ma sœur a dit en riant « Calmez-vous, les enfants. Ils ne vont pas rester ici. Ils s'en vont. » Tout ça parce que je n'avais pas acheté de voiture de luxe à ma sœur préférée cette année-là. Ma mère les a poussés vers la porte. « Sortez de notre maison. » Ma sœur leur a jeté leur manteau. « Ne revenez pas », tout le monde s'est figé quand, ce soir-là, j'ai fait nos valises sans un mot. Je ne leur ai pas dit que je venais d'accepter un poste en Suède. Ils l'ont découvert 6 mois plus tard. La neige tombait abondamment à l'extérieur de la maison de style colonial de mes parents, dans la banlieue du Massachusetts. Les lumières de Noël scintillaient dans tout le quartier, et l'odeur de la dinde rôtie emplissait chaque recoin de la maison. Mes jumeaux, Emma et Lucas, sautaient d'excitation depuis notre arrivée ce matin-là. Ils portaient des pulls rouges assortis que j'avais tricotés moi-même tard le soir après le travail. Leurs visages rayonnaient d'innocence et de joie. Ma sœur, Vanessa, était assise sur le canapé en cuir avec ses 3 enfants étalés autour d'elle comme des accessoires de sa vie parfaitement orchestrés. Son mari, Derek, faisait défiler son téléphone, levant occasionnellement les yeux pour acquiescer à tout ce qu'elle disait. Les enfants de Vanessa étaient plus âgés, de 10 à 14 ans, et ils avaient cette allure soignée qui vient des écoles privées et des activités extrascolaires coûteuses. Mes parents les adoraient, louant constamment leur réussite, leurs vêtements, leurs notes parfaites. Je travaillais comme ingénieur logiciel senior dans une entreprise de biotechnologie. Les journées étaient longues, mais le salaire était excellent. Pourtant, j'avais choisi de vivre modestement, investissant massivement dans les fonds d'études de mes enfants et épargnant pour leur avenir. Ma maison était confortable, mais pas extravagante. Ma voiture était fiable, mais avait 7 ans. Ces choix avaient toujours eu du sens pour moi. Vanessa, en revanche, vivait dans une immense villa Tapa-Aix-en-Graveleuil dans un lotissement privé. Son mari possédait une agence immobilière au succès modéré. Ils passaient leurs vacances aux Bahamas 2 fois par an et publiaient d'innombrables photos de leur style de vie somptueux sur les réseaux sociaux. L'année précédente, elle avait mentionné vouloir une Mercedes-Benz GLE, laissant entendre des allusions tout au long du dîner de Thanksgiving. Elle m'avait envoyé par texto des liens vers le modèle exact, des articles sur les liens sororaux, et avait même demandé à maman de m'appeler pour discuter de la façon dont la famille aide la famille. J'avais poliment décliné, expliquant que mes priorités financières étaient ailleurs. La conversation s'était terminée maladroitement, Vanessa en riant tandis que son regard s'était glacé. J'aurais dû reconnaître ce regard. Le dîner s'est déroulé normalement au début. Papa a découpé la dinde pendant que maman sortait plat après plat de la cuisine. Les adultes discutaient de politique, de travail et des potins du quartier. Les enfants ont mangé rapidement, déjà impatients de passer au salon où les cadeaux étaient empilés sous un immense sapin de Douglas. Après le dessert, nous avons migré vers le salon. Les plus jeunes se sont immédiatement regroupés autour du sapin, pointant du doigt les boîtes emballées et devinant leur contenu. Emma et Lucas les ont rejoints, leurs petites mains tendues pour toucher le papier brillant et les rubans de velours. Ils avaient apporté des dessins qu'ils avaient faits pour leurs grands-parents, des images soigneusement coloriées de notre famille réunie. Maman était assise dans son fauteuil habituel, le trône depuis lequel elle régnait sur notre famille depuis des décennies. Elle observait la scène d'un œil critique, sirotant son vin. Vanessa s'est installée à côté d'elle, lui chuchotant quelque chose qui a fait sourire ma mère. « Très bien, les enfants », annonça maman, sa voix tranchant dans le brouhaha excité. « Parlons cadeaux, voulez-vous » Les enfants ont applaudi, se rapprochant. Emma et Lucas se sont faufilés à l'avant, les yeux brillants. Le regard de ma mère s'est posé sur mes jumeaux, et quelque chose a changé dans son expression. La chaleur a disparu, remplacée par quelque chose de tranchant et de cruel. « Regardez-moi ces sales têtes.
Pourquoi le Père Noël viendrait-il ici? Et à cause de vous, les autres enfants pourraient ne rien recevoir. La pièce est devenue silencieuse l'espace d'un instant. Puis les adultes ont éclaté de rire. Papa a gloussé depuis son fauteuil. Derek a souri d'un air suffisant sans lever les yeux de son téléphone. Le rire de Vanessa a retenti plus fort que celui des autres, aigu et jubilatoire. Le visage d'Emma s'est décomposé. Lucas a fait un pas en arrière, heurtant la table basse. Avant que je puisse bouger, avant que je puisse parler, la fille aînée de Vanessa, Ashley, a pointé mes enfants du doigt. Dépêchez-vous de partir. Nous voulons nos cadeaux. On ne veut pas que le Père Noël s'en aille à cause de vous, les moches. Les autres cousins se sont joints à elle, leur voix s'élevant en un chœur cruel. Brandon, 10 ans, a légèrement poussé Lucas. Melissa, 12 ans, a fait une grimace à Emma. Vanessa s'est levée, riant toujours, la main sur la poitrine dans une fausse sympathie. Calmez-vous, les enfants. Ils ne vont pas rester ici. Ils s'en vont. Maman s'est levée de sa chaise avec une lenteur théâtrale. Elle s'est approchée d'Emma et Lucas, les mains tendues. Un instant, j'ai cru qu'elle allait les réconforter. Au lieu de cela, elle a attrapé leurs épaules et les a physiquement tournés vers la porte. Sortez de notre maison. Vanessa a traversé la pièce en 3 enjambées. Elle a arraché leurs manteaux d'hiver du placard et les a jetés aux pieds de mes enfants. Le tissu a heurté Lucas à la poitrine et il a trébuché. Ne revenez pas, Emma s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Lucas a pris sa main, essayant d'être courageux malgré sa propre lèvre tremblante. Ils m'ont regardé avec la dévastation dans les yeux, incapables de comprendre pourquoi leur famille s'était retournée contre eux si violemment. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Les années de favoritisme subtil sont devenues d'une clarté aveuglante. Chaque commentaire dédaigneux sur mes choix de carrière. Chaque comparaison entre mon style de vie modeste et l'extravagance de Vanessa. Chaque fois que maman avait soupiré sur le fait que je pourrais faire plus pour la famille si seulement je hiérarchisais mes priorités différemment. Il ne s'agissait pas d'une voiture. Il s'agissait de contrôle, de me punir pour avoir refusé de financer les fantasmes matérialistes de ma sœur. Je me suis approché calmement de l'endroit où les manteaux gisaient sur le sol. Je les ai ramassés, j'ai aidé Emma à enfiler le sien, puis Lucas. Je les ai soigneusement zippés, ajustant leurs écharpes. Nous rentrons à la maison, ai-je dit doucement. Bon débarras, a marmonné Vanessa en retournant à sa place sur le canapé. J'ai croisé le regard de ma mère. Elle m'a dévisagée, provocante, s'attendant à une dispute, des larmes ou des supplications. Je ne lui ai rien donné. Ni colère, ni tristesse, ni explication. Nous sommes rentrés en silence. Emma et Lucas pleuraient sur la banquette arrière pendant que je serrais le volant, concentré sur la route enneigée. En arrivant chez nous, je leur ai préparé un chocolat chaud, j'ai mis leur film préféré et je les ai enveloppés dans des couvertures sur le canapé. Puis je suis allée dans ma chambre et j'ai passé un coup de fil. 3 mois plus tôt, j'avais été contactée par une entreprise technologique suédoise spécialisée dans les logiciels de recherche médicale. Ils me courtisaient depuis plus d'1 an, offrant des propositions de plus en plus attrayantes pour que je déménage à Stockholm en tant que leur nouvelle directrice de la technologie, CTO. Le salaire était extraordinaire. Les avantages sociaux étaient complets. Ils fournissaient une aide au logement, des cours de langue et l'inscription scolaire pour Emma et Lucas. J'avais hésité à cause des liens familiaux. Parce que je croyais, malgré tout, que ces liens comptaient. Ce soir de Noël m'a montré exactement à quel point ils nous estimaient. Le recruteur a répondu à la 2e sonnerie malgré l'heure tardive. Nous avons parlé pendant 90 minutes. Quand j'ai raccroché, j'avais accepté leur offre. Ma date de début serait le 1er mars, me laissant un peu plus de 2 mois pour me préparer. J'ai passé ces mois dans un silence méthodique. La première semaine de janvier, j'ai engagé une société de déménagement international spécialisée dans les relocalisations à l'étranger. La représentante qui est venue évaluer nos biens était une femme d'âge mûr nommée Patricia, qui avait aidé des dizaines de familles à faire des transitions similaires. Elle a parcouru chaque pièce avec une efficacité experte,
prenant des notes sur sa tablette pendant qu'Emma et Lucas regardaient des dessins animés dans le salon. La Suède est merveilleuse pour les enfants, a mentionné Patricia en mesurant nos meubles. La famille de ma sœur a déménagé à Göteborg il y a 5 ans. Ses enfants sont complètement bilingues maintenant. C'est encourageant à entendre, ai-je répondu, cataloguant mentalement les objets que nous prendrions et ceux que nous vendrions. La logistique était étonnamment complexe. J'ai fait des recherches approfondies sur les marchés immobiliers suédois, contactant des spécialistes de la relocalisation qui comprenaient le paysage locatif de Stockholm. L'entreprise m'a fourni une coordinatrice de logement nommée Ingrid, qui m'a envoyé des visites virtuelles d'appartements dans des quartiers familiaux. Nous avons choisi un spacieux 3 pièces à Östermalm. Après avoir examiné les plans d'étage et les données démographiques du quartier pendant des semaines, l'inscription à l'école a nécessité des montagnes de paperasse. J'ai passé des soirées à traduire des documents, à faire certifier des actes notariés et à communiquer avec le bureau des admissions de l'école internationale. La responsable des inscriptions, une femme patiente nommée Madame Lingrand, m'a guidée pour chaque exigence par email. Elle a envoyé des livrets d'accueil qu'Emma et Lucas ont dévorés, de plus en plus excités à l'idée de leur nouvelle salle de classe et de l'accent mis par l'école sur l'éducation en plein air. Ma maison s'est vendue en 2 semaines. Le couple qui l'a acheté venait de déménager de Californie pour le travail du mari au MIT. Ils avaient une fille de l'âge d'Emma et sont tombés amoureux de la balançoire que j'avais installée dans le jardin l'été précédent. La clôture a eu lieu début février, de manière fluide et professionnelle. J'ai utilisé les bénéfices pour renforcer notre fonds d'urgence et couvrir les frais de déménagement. La planification financière a consumé mes nuits après que les jumeaux se soient couchés. J'ai consulté un avocat fiscaliste international pour comprendre les implications de devenir résidente fiscale suédoise. Mon portefeuille d'investissement a dû être restructuré pour se conformer aux exigences de déclaration des actifs étrangers. J'ai transféré des fonds de manière stratégique, ouvert un compte bancaire suédois à distance et organisé l'arrêt des paiements automatiques après notre départ. Le travail s'est avéré délicat à gérer sur le plan émotionnel. Mes collègues n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé à Noël. Ils me connaissaient comme étant compétente et amicale, mais relativement discrète sur les questions familiales. Lorsque j'ai soumis ma lettre de démission à la mi-janvier, ma manager m'a convoqué dans son bureau avec une réelle inquiétude. C'est inattendu, a dit Karen, fermant la porte derrière nous. Est-ce que tout va bien? Votre performance a été exemplaire. J'ai accepté un poste à Stockholm. C'est une opportunité incroyable que je ne peux pas laisser passer. Son expression est passée de l'inquiétude à la déception professionnelle. Nous serons tristes de vous perdre, mais je comprends. Ces chances ne se présentent pas souvent. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Est-ce soudain? Vous avez semblé distraite depuis les fêtes. Les circonstances de la vie ont changé, ai-je dit prudemment. Le moment était bien choisi, alors je vais de l'avant. Karen n'a pas insisté, respectant mes limites. Elle a organisé une transition en douceur, me faisant documenter les processus et former mon remplaçant. Mon équipe a organisé un déjeuner d'adieu dans un restaurant brésilien, m'offrant un journal relié en cuir avec « Aventure à Stockholm » gravé sur la couverture. Leur chaleur m'a rappelé que des liens authentiques existaient en dehors de la dynamique familiale toxique que je fuyais. Je n'ai pas appelé mes parents. Mon silence a dû les dérouter au début. Ils étaient habitués à ce que je sois la pacificatrice, celle qui appelait pour arranger les choses après les conflits. Noël avait toujours été suivi de ma prise de contact éventuelle, de ma volonté de prétendre que rien ne s'était passé pour le bien de l'unité familiale. Pas cette fois. Je les ai bloqués systématiquement sur les réseaux sociaux. Maman, papa, Vanessa, Derek, même les cousins qui avaient participé au supplice de mes enfants. Leurs numéros de téléphone sont allés dans une liste de blocage. Des filtres email triaient automatiquement leurs messages dans un dossier que j'avais configuré pour ne jamais afficher de notification. Le silence numérique est devenu un bouclier. Quand maman s'est présentée chez moi en janvier, j'étais à l'étage en train d'aider Lucas avec un puzzle. La sonnette a retenti avec insistance, suivie de coups qui sont devenus de plus en plus forts et agressifs.
Par la fenêtre de l'étage, je l'ai regardé sur le porche, emmitouflé dans son manteau de laine, son souffle visible dans l'air froid. Elle a frappé pendant 15 minutes d'affilée. Je l'ai entendu appeler mon nom, sa voix étouffée par les murs. Emma a levé les yeux de son livre avec inquiétude. C'est mamie? Oui, ma chérie. Tu vas lui parler? Non, nous sommes occupés cet après-midi et elle n'a pas prévenu de sa visite. Emma a hoché la tête lentement, traitant cette information. Elle avait remarqué le changement dans notre routine, l'absence des appels dominicaux hebdomadaires à mes parents qui était la norme auparavant. Elle était assez intelligente pour ne pas poser trop de questions, sentant peut-être la tension qui persistait chaque fois que le sujet était abordé. Finalement, maman est retournée à sa voiture et est partie. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de la rue, ne ressentant que du soulagement. Papa a essayé de me joindre au travail la semaine suivante. Mon assistante, Jennifer, a fait sonner mon téléphone de bureau d'un ton désolé. Il y a un homme nommé Marcus sur la ligne 2. Il dit qu'il est votre père. Dois-je le transférer? S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas disponible et prenez un message. Jennifer a géré la situation avec une grâce professionnelle. Elle travaillait avec moi depuis 3 ans et savait quand ne pas poser de questions. Après avoir raccroché, elle est apparue à la porte de mon bureau avec un post-it. Il avait l'air contrarié. Il a dit que c'était une affaire de famille urgente. Voici son message. La note disait « Appelle ta mère ». Ce silence est ridicule. Nous sommes inquiets pour toi et les enfants. Je l'ai froissé et l'ai jeté dans la poubelle de recyclage. Jennifer a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Les tentatives suivantes sont venues par divers canaux. Vanessa a envoyé des emails avec des objets comme « Nous devons parler » et « Arrête d'être puéril ». Je le savais parce que j'ai vérifié ce dossier filtré une fois, la curiosité l'emportant. Ces messages étaient prévisiblement manipulateurs, mi-excuses, mi-accusations. Elle écrivait que tout le monde plaisantait et que je surréagissais comme d'habitude. Elle mentionnait que maman était dévastée par mon silence et que je déchirais la famille pour rien. J'ai supprimé tout le dossier sans répondre. Teresa, ma cousine, qui avait toujours été relativement gentille, a envoyé un message Facebook qui a contourné mes blocages car nous n'étions pas directement connectés. Son message était plus doux. Hey, tes parents sont vraiment inquiets. Peux-tu au moins leur faire savoir que tu vas bien? Je ne prends pas parti, je suis juste préoccupée. J'ai apprécié son ton, mais je n'ai toujours pas répondu. Ma sécurité et le bien-être de mes enfants n'étaient pas sujets à la négociation ou à la médiation. Tout au long de février, je suis restée concentrée sur notre départ. J'ai vendu les meubles qu'il n'était pas logique d'expédier à l'étranger. Nos affaires ont été emballées dans des boîtes étiquetées que l'équipe de Patricia a chargées dans un conteneur. Les jumeaux ont aidé à trier leurs jouets, décidant quoi garder et quoi donner. Ils ont abordé cela comme une aventure, excités plutôt que tristes. Nos boîtes vont vraiment aller sur un grand bateau, a demandé Lucas, regardant les déménageurs travailler. Oui. Elles traverseront l'océan pendant que nous volerons en avion, et elles nous retrouveront à Stockholm. C'est trop cool, a soufflé Emma, imaginant déjà le voyage. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire. J'ai transféré les dossiers médicaux en fichiers numériques. J'ai programmé les derniers rendez-vous, dentiste, médecin, ophtalmologue, tout finalisé avant notre départ. Le vétérinaire m'a aidé à comprendre le processus pour le voyage des animaux de compagnie, bien que nous ayons décidé de confier notre vieux chat à un voisin qui s'y était attaché. Cet adieu a été plus difficile que prévu, mais les considérations pratiques l'ont emporté. Mes dernières semaines dans le Massachusetts se sont confondues en un chaos contrôlé. J'ai fermé les comptes bancaires et les services publics. J'ai fait suivre le courrier à un service qui scannerait et enverrait par email les documents importants. J'ai acheté des vêtements d'hiver appropriés au climat suédois, faisant des recherches sur les températures et les stratégies de superposition. L'excitation des jumeaux grandissait de jour en jour. Ils regardaient des vidéos sur Stockholm, apprenaient des phrases suédoises de base à partir de programmes pour enfants colorés. Ils cochaient les jours sur un calendrier que j'avais accroché dans la cuisine, décomptant jusqu'au départ.
Leur innocence quant à la raison de notre départ les protégeait des motifs plus sombres. Ils croyaient que nous déménagions pour mon nouvel emploi incroyable, pour l'aventure, pour une chance de voir le monde. Ils n'avaient pas besoin de savoir que nous fuyions aussi la cruauté. J'ai donné ma démission avec grâce et professionnalisme. Mes collègues m'ont organisé une fête d'adieu. Mon patron m'a écrit une lettre de recommandation élogieuse. J'ai réglé chaque détail, fermé chaque compte et coupé chaque lien avec mon ancienne vie. Emma et Lucas se sont adaptés de manière surprenante. Après que je leur ai expliqué que nous déménagions en Suède pour mon nouveau travail, ils se sont enthousiasmés pour l'aventure. Ils ont fait des recherches sur Stockholm en ligne, apprenant sur la culture et les monuments. La cruauté qu'ils avaient subie à Noël s'est estompée alors que nous nous concentrions sur notre avenir ensemble. Nous sommes partis le 28 février. J'ai réservé des vols directs pour Stockholm, des sièges en classe affaires qui ont permis aux jumeaux de dormir confortablement pendant le voyage. Alors que l'avion décollait de Boston, j'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine. L'entreprise suédoise a dépassé toutes les attentes. Ma première journée a commencé par une orientation complète dirigée par la directrice des ressources humaines. Une femme vive nommée Karin Wood a coordonné chaque aspect de notre arrivée. Elle avait organisé une voiture de société pour nous attendre à l'aéroport d'Arlanda. Une berline confortable conduite par un homme joyeux nommé Stéphane qui a parlé des quartiers de Stockholm pendant qu'Emma et Lucas regardaient, les yeux écarquillés, par les fenêtres. Notre appartement à Östermalm m'a coupé le souffle. De hautes fenêtres inondaient l'espace de lumière naturelle malgré la grisaille de la fin de l'hiver. Des parquets en bois dur brillaient dans le salon ouvert. La cuisine était équipée d'appareils modernes et de comptoirs en granit. Chaque chambre avait de grands placards et une vue paisible sur les rues bordées d'arbres. C'est à nous, a murmuré Emma, passant sa main sur la table à manger lisse incluse dans la location meublée. C'est à nous, ai-je confirmé, regardant son visage s'illuminer. Le bâtiment lui-même semblait sûr et bien entretenu. Nos voisins se sont présentés dans les couloirs, un mélange de familles suédoises et d'expatriés internationaux travaillant pour diverses entreprises de la région. Le couple d'à côté, Anders et Britta, avait une fille nommée Astrid, du même âge qu'Emma. En quelques jours, les filles jouaient ensemble dans la cour, communiquant à travers un mélange hilarant d'anglais, de suédois et de gestes élaborés. L'entreprise avait pensé à tout. Des paniers de bienvenue nous attendaient dans notre appartement, des friandises suédoises, des articles ménagers pratiques, des cartes et des guides. Karine avait inclus son numéro de portable personnel avec une note, appelez à tout moment si vous avez besoin d'aide pour vous repérer dans votre nouvelle ville. L'orientation scolaire a eu lieu le lendemain de notre arrivée. L'école internationale occupait un bâtiment moderne dans un quartier calme, entouré de terrains de jeux et de jardins. Madame Lingrand, la responsable des inscriptions avec qui j'avais correspondu pendant des mois, nous a accueillis chaleureusement à l'entrée. Bienvenue à l'Académie internationale de Stockholm, a-t-elle dit en me serrant la main avant de s'accroupir au niveau des yeux des jumeaux. Emma et Lucas, nous sommes si heureux de vous avoir ici. La visite a révélé des salles de classe lumineuses avec des meubles ergonomiques et des murs couverts d'œuvres d'élèves. La bibliothèque contenait des livres en plusieurs langues. Le laboratoire de sciences brillait d'équipements modernes. Dehors, des enfants emmitouflés dans des vêtements d'hiver colorés jouaient sur des équipements conçus pour le climat scandinave. L'enseignante d'Emma, Mademoiselle Peterson, était une jeune américaine qui enseignait à Stockholm depuis 5 ans. Elle a présenté Emma à sa buddy, une sympathique fille suédoise nommée Lena, qui a immédiatement commencé à lui faire visiter la classe. Lucas a rencontré son professeur, Monsieur Johansson, un homme suédois patient qui parlait anglais avec à peine un accent. Son buddy, un garçon nommé Oscar, était en train de lui expliquer le hamster de la classe quand je suis parti remplir les papiers. À la fin de leur première semaine, les deux jumeaux s'étaient fait des amis et commençaient à apprendre des phrases en suédois à une vitesse impressionnante. Le cerveau des enfants est remarquablement adaptable, absorbant les nouvelles langues comme des éponges. Ils rentraient à la maison en bavardant sur leur journée, mélangeant l'anglais et le suédois de manière transparente. Mon travail s'est avéré être tout ce que les recruteurs avaient promis. Le logiciel de recherche médicale que nous développions avait des applications concrètes qui me semblaient significatives.
Mon équipe était composée d'ingénieurs brillants de 6 pays différents, créant un environnement collaboratif qui valorisait les perspectives diverses. Le CTO qui m'avait recruté, Lars Bergström, avait un style de management qui mettait l'accent sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sans sacrifier l'excellence. Nous croyons que les employés productifs sont des employés heureux, a expliqué Lars lors de notre premier entretien individuel. Partez à 17h. Passez du temps avec vos enfants. Revenez frais et dispo demain. Le travail sera toujours là, mais l'enfance n'attend pas. Cette philosophie imprégnait toute l'entreprise. Les salles de conférence restaient vides après 17h30. Les attentes concernant les emails étaient raisonnables. Le congé parental était généreux et encouragé, quel que soit le sexe. Mes collègues parlaient ouvertement de leur participation aux événements scolaires et du temps pris pour les obligations familiales, sans culpabilité ni répercussions professionnelles. Le contraste avec mon expérience en entreprise américaine était saisissant. J'avais l'habitude de travailler jusqu'à 19 ou 20 heures, de répondre aux emails le week-end, de me sentir coupable de partir pour un enfant malade. Ici, cette culture n'existait tout simplement pas. La productivité était mesurée par la qualité du travail, pas par les heures passées. Dès mon premier mois, j'avais établi des routines qui me semblaient durables et saines. J'accompagnais Emma et Lucas à l'école chaque matin, profitant de l'air vif et de leurs bavardages excités. Le travail occupait mon attention de 9h à 17h. Les soirées étaient consacrées à l'aide aux devoirs, à la préparation du dîner et au temps en famille. Nous explorions notre quartier, découvrant des boulangeries, des parcs et de petites boutiques. Stockholm elle-même m'a charmé d'une manière que je n'avais pas anticipée. La ville équilibrait la sophistication urbaine avec une nature accessible. L'eau nous entourait, des canaux et des voies navigables reliant la mer Baltique. Même sous l'emprise de l'hiver, les gens étaient dehors, chaudement vêtus et embrassant la saison. Des pistes de ski de fond serpentaient à travers les parcs. Des patinoires apparaissaient sur les places publiques. Les jumeaux se sont adaptés plus vite que je n'osais l'espérer. Leur nervosité initiale s'est estompée à mesure que des amitiés se sont formées et que des routines se sont établies. Emma a rejoint un club d'art après l'école. Lucas s'est découvert une passion pour le football dans une ligue de jeunes locales qui s'entraînait chaque semaine. Ils invitaient des amis pour des après-midi de jeu, remplissant notre appartement de rires et de phrases en suédois que j'apprenais encore à comprendre. L'acquisition de la langue s'est faite de manière organique. L'école proposait des cours de suédois adaptés aux élèves internationaux. Emma et Lucas y assistaient 2 fois par semaine, le traitant comme un puzzle amusant à résoudre. En 3 mois, ils pouvaient tenir des conversations de base. En 6 mois, ils passaient d'une langue à l'autre en milieu de phrases, leurs accents s'améliorant de jour en jour. Je me suis inscrite à des cours du soir de suédois dans une école de langue près de mon bureau. Mes progrès étaient plus lents, le cerveau des adultes n'absorbant pas aussi facilement les nouvelles langues, mais j'ai persévéré. Il était important pour moi de pouvoir me débrouiller seule dans la vie quotidienne. Je m'entraînais avec des commerçants patients et des voisins sympathiques qui appréciaient mes efforts malgré ma terrible prononciation. Les week-ends sont devenus des aventures. Nous avons pris le ferry pour Djurgården, explorant les musées et le Skansen en plein air. Nous avons déambulé dans les rues pavées de Gamla-stan, admirant les bâtiments colorés et les sites historiques. Nous avons découvert que les Suédois prenaient très au sérieux le fika, la pause café et pâtisserie, le transformant en un rituel quotidien pour ralentir et profiter du moment. L'obscurité saisonnière de l'hiver suédois a été un défi au début. Le soleil se couchait avant 16h en décembre et janvier, mais les Suédois combattaient la morosité avec des bougies, un éclairage chaleureux et le concept de mi, créant des atmosphères chaudes et confortables. Notre appartement brillait de guirlandes lumineuses et de bougies chaque soir. Nous avons adopté le hygge, l'art scandinave du cocooning, faisant de notre maison un refuge contre le froid et l'obscurité. Au printemps, lorsque la lumière du jour s'est prolongée de façon spectaculaire, j'ai compris pourquoi les Suédois chérissaient tant l'été. La ville se transformait. Les cafés en plein air ouvraient. Les gens se déshabillaient et tournaient leur visage vers le soleil. Les parcs se remplissaient de pique-niqueurs et d'enfants jouant jusqu'à tard le soir.
Le concept des Allemansraten, le droit de se promener librement dans la nature, signifiait que nous pouvions explorer les forêts et les côtes sans restriction. Les défis professionnels m'ont maintenu intellectuellement engagé. Nous développions un logiciel pour coordonner les soins aux patients entre plusieurs prestataires de santé, réduisant les lacunes dangereuses dans le traitement. Mon rôle consistait à concevoir des systèmes qui devaient être à la fois techniquement sophistiqués et intuitivement utilisables par les professionnels de la santé. L'équipe respectait mon expertise tout en me poussant à considérer des perspectives que je n'avais pas rencontrées dans la culture technologique américaine. Lars est devenu non seulement un patron, mais aussi un mentor. Il avait lui-même vécu des déménagements internationaux et comprenait le processus d'ajustement. Il prenait régulièrement de mes nouvelles sans être intrusif, offrant des conseils sur les écoles, les quartiers et les nuances culturelles qui pouvaient dérouter les nouveaux arrivants. Vous vous en sortez remarquablement bien, m'a-t-il dit lors d'une évaluation trimestrielle. La plupart des gens mettent 1 an à trouver leur rythme. Vous avez dépassé toutes les attentes en 4 mois. Le système de soutien ici fait toute la différence, ai-je répondu honnêtement. Dans mon ancien travail, je me battais constamment pour protéger mon temps familial. Ici, c'est intégré à la culture. Il a hoché la tête, pensif. C'est pourquoi nous pouvons attirer les meilleurs talents du monde entier. La qualité de vie compte autant que la rémunération. Mon cercle social s'est progressivement élargi. Des collègues m'ont invité à des rassemblements le week-end. D'autres parents de l'école internationale organisaient des rencontres autour d'un café où nous échangions des conseils sur la navigation dans les systèmes suédois. Les parents des amis d'Emma et Lucas sont devenus des connaissances amicales, créant un réseau de soutien qui semblait authentique plutôt qu'obligatoire. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux, mais assez pour me rappeler que j'étais plus qu'une mère et une professionnelle. Un architecte suédois divorcé nommé Tobias m'a emmené dans d'excellents restaurants et musées. Nous apprécions la compagnie l'un de l'autre sans pression ni attente. Il avait traversé ses propres situations familiales compliquées et comprenait pourquoi je ne parlais pas de mon passé en détail. Tout le monde a une histoire, a dit Tobias lors d'un dîner. Ce qui compte, c'est la personne que vous devenez, pas celle que vous avez été forcé d'être. Sa perspective était rafraîchissante après une vie de membre de la famille exigeant des explications et des justifications pour chaque choix. Je ne pensais pas souvent à ma famille. Quand des souvenirs refaisaient surface, je les reconnaissais et passais à autre chose. J'ai construit une nouvelle vie délibérément, brique par brique, créant quelque chose de stable et de sain pour mes enfants. 6 mois après notre départ, ma cousine Teresa a réussi à trouver mon adresse email professionnelle. Son message était bref. Ta mère est affolée. Elle appelle tout le monde pour essayer de te trouver. S'il te plaît, appelle-la. Je l'ai supprimée. La suppression était mécanique, dénuée d'émotion. J'avais atteint un point où leur panique ne me touchait plus. Leurs recherches effrénées étaient une conséquence qu'ils avaient méritée par leurs actions. Ils avaient jeté mes enfants hors de leur maison, les avaient littéralement poussés vers la porte en riant. Quelle que soit la détresse qu'ils éprouvaient maintenant, elle était mineure par rapport à ce qu'Emma et Lucas avaient enduré. Je me demandais parfois quelle histoire ils avaient construite pour expliquer notre absence. Avaient-ils dit à la famille élargie que j'avais surréagi? S'étaient-ils peint en victime de ma rancune déraisonnable? Vanessa s'était-elle plainte que j'avais abandonné la famille pour un malentendu stupide? La spéculation relevait de la curiosité oisive plutôt que d'une véritable préoccupation. Leur version de l'histoire n'avait plus d'importance, car je m'étais retiré de leur public. Mes séances de thérapie m'ont aidé à traiter ces pensées. J'avais commencé à voir une conseillère peu après mon arrivée à Stockholm, voulant m'assurer que je gérais la séparation de manière saine. Le Dr Eriksson, une psychologue suédoise spécialisée dans les transitions d'expatriés, m'a fourni une perspective précieuse lors de nos séances bi-hebdomadaires. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations qui vous nuisent, à vous ou à vos enfants, avait-elle dit lors d'une séance. La famille est censée être une source de soutien, pas de traumatisme. Quand elle devient ce dernier, se protéger n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Sa validation a compté plus que je ne l'aurais cru. La culture américaine met souvent l'accent sur la loyauté familiale avant tout, faisant de la rupture un sentiment d'échec.
La culture suédoise, j'ai découvert, adoptait une approche plus pragmatique. Les relations étaient évaluées en fonction de leur santé et de leur respect mutuel, pas seulement du lien biologique. L'enseignante d'Emma m'avait prise à part un après-midi à la sortie de l'école, mentionnant qu'Emma avait écrit une rédaction sur le sentiment de sécurité. Le texte décrivait notre maison à Stockholm comme un endroit où personne ne criait ou ne disait de méchanceté. Les yeux de mademoiselle Peterson étaient pleins de compréhension lorsqu'elle m'a montré le papier. Les enfants sont perspicaces, avait-elle dit doucement. Emma semble s'épanouir dans un environnement où elle se sent en sécurité et valorisée. Quoi que vous fassiez, cela fonctionne à merveille. Cette conversation a renforcé mes choix. Mes enfants ne survivaient pas seulement. Ils s'épanouissaient d'une manière qui n'aurait pas été possible si nous étions restés enlisés dans une dynamique familiale toxique. 2 jours plus tard, mon téléphone professionnel a sonné avec un appel international provenant d'un numéro du Massachusetts que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, pensant que c'était peut-être lié au travail. « Où es-tu » La voix de ma mère était stridente, paniquée. « Nous essayons de te joindre depuis des mois. »« Je suis au travail », ai-je répondu calmement. « Je ne peux pas prendre d'appels personnels pendant les heures de bureau. »« Des appels personnels ? Nous sommes ta famille. Tu as disparu. Tu as vendu ta maison. Personne ne sait où tu es. J'ai déménagé pour une opportunité d'emploi. » Déménager où ? Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? J'ai déménagé à Stockholm. J'ai commencé un nouveau poste en mars. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai presque cru que l'appel avait été coupé. La Suède ? Sa voix était devenue basse, incertaine. Tu as déménagé en Suède avec Emma et Lucas. Oui, nous sommes ici depuis le 1er mars. Mais tu n'as rien dit. Tu ne nous as pas dit que tu quittais le pays. Vous avez dit à mes enfants de sortir de votre maison et de ne jamais revenir. J'ai pris cette instruction au sérieux. C'était juste parce que tu étais difficile au sujet d'aider ta sœur. Nous ne pensions pas pour toujours. Vous avez traité mes enfants de 8 ans de moches et les avez blâmés d'avoir gâché Noël. Vos petits-enfants. Vous les avez physiquement poussés vers la porte pendant que vos autres petits-enfants les insultaient. Vanessa leur a jeté leur manteau. Tout ça parce que je ne voulais pas lui acheter une voiture de luxe. Tu exagères. Nous étions juste contrariés. Tu sais comment est ta sœur quand elle est déçue. Nous essayons de faire passer un message. Vous avez fait passer votre message clairement. J'ai reçu le message et j'ai agi en conséquence. Tu ne peux pas simplement t'enfuir en Suède. Et la famille ? Le bureau autour de moi continuait son doux bourdonnement d'activité. Par ma fenêtre, je pouvais voir Stockholm s'étendre en contrebas, propre, organisé et paisible. Emma et Lucas sont ma famille. Ils sont heureux ici. Ils s'épanouissent à l'école. Ils ont des amis, de la stabilité et des gens qui les traitent avec une gentillesse humaine de base. Nous voulons les voir. Ce sont nos petits-enfants. Ce sont des enfants qui ont été traumatisés par des gens en qui ils avaient confiance. Des enfants qui se sont endormis en pleurant, demandant pourquoi mamie les détestait. Je ne les exposerai plus à cet environnement. Tu es égoïste. Tu nous punis pour une seule erreur. Je protège mes enfants, ce qui est ma principale responsabilité en tant que mère. Vous avez fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Maintenant, je dois retourner à ma réunion. Attends, on peut arranger ça. On peut s'excuser. Il n'y a rien à arranger. Nous sommes passés à autre chose. J'espère que vous aurez tous une belle vie. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Mes mains étaient stables. Mon rythme cardiaque était normal. Je ne ressentais aucune culpabilité. Aucun doute, aucune hésitation. Mon assistante a frappé et a passé la tête. L'équipe est prête pour la réunion de revue du produit. Excellent. J'arrive tout de suite. Au cours des semaines suivantes, d'autres tentatives sont venues par divers canaux. Vanessa a essayé de me joindre via LinkedIn. Papa a envoyé une lettre à mon lieu de travail que la sécurité m'a transmise.
Des parents éloignés que je connaissais à peine ont envoyé des messages sur Facebook. Je les ai tous ignorés. 3 mois plus tard, Teresa a envoyé un autre email, cette fois plus détaillé. Ta mère a eu une alerte de santé. Rien de grave, mais ça a fait peur à tout le monde. L'entreprise du mari de Vanessa a des difficultés. Il pourrait perdre la maison. Ton père demande constamment de tes nouvelles. Je sais que tu as tes raisons, mais c'est la famille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai archivé. Leurs difficultés n'étaient pas ma responsabilité. Leur choix les avait conduits là, tout comme les miens m'avaient conduite à Stockholm. Emma est rentrée de l'école cet après-midi-là avec un certificat de réussite scolaire. Lucas avait été sélectionné pour l'équipe de football de l'école. Nous avons célébré avec des brioches à la cannelle de la boulangerie du coin et un chocolat chaud sur notre balcon surplombant l'eau. Maman, es-tu heureuse ici ? A demandé Emma, son accent suédois commençant déjà à se glisser dans son anglais. Très heureuse, ma chérie. Moi aussi. Je suis contente que nous ayons déménagé. Lucas a hoché la tête, la bouche pleine de pâtisserie. Mes amis sont gentils ici. Ils ne disent pas de choses méchantes. Je suis fière de vous deux. Vous vous êtes si bien adaptés à notre nouvelle maison. Ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis, je me suis assise sur mon balcon avec un thé et j'ai regardé les lumières scintiller sur la ville. J'ai pensé aux gens que j'avais laissés derrière moi, à leurs difficultés et regrets actuels. Je n'éprouvais aucune satisfaction face à leurs problèmes, mais aucune sympathie non plus. Ils avaient fait leur lit avec la cruauté et la manipulation. J'avais fait le mien avec intention et soin. Mon téléphone a vibré avec un message de mon chef d'équipe concernant la présentation de demain. Mon calendrier indiquait les réunions parents-professeurs la semaine prochaine. Les prévisions météorologiques du week-end promettaient du soleil, parfait pour notre excursion prévue au palais de Drottningholm. C'était ma vie maintenant. Propre, déterminée, axée sur ce qui comptait vraiment. Mes enfants étaient heureux et en sécurité. J'excellais dans un travail qui avait du sens. Nous avons noué des liens avec des gens gentils et authentiques. Parfois, on me demandait si je regrettais d'avoir coupé les ponts avec ma famille de manière si complète. La question m'a toujours laissé perplexe. Pourquoi regretterais-je d'avoir protégé mes enfants de personnes qui les avaient traités de moches et les avaient littéralement mis à la porte ? Pourquoi regretterais-je d'avoir choisi leur bien-être plutôt que de maintenir des relations avec des gens qui les considéraient comme des dommages collatéraux acceptables dans leur jeu mesquin ? 1 an après notre déménagement, l'enseignante d'Emma m'a contacté au sujet d'un projet scolaire où les élèves interviewaient leurs parents sur des décisions de vie importantes. Emma avait choisi de poser des questions sur notre déménagement en Suède. Pourquoi avons-nous vraiment quitté l'Amérique ? A-t-elle demandé un soir au dîner, son carnet prêt. J'ai réfléchi à ce que je devais partager, à ce qui serait approprié pour son âge. Nous sommes partis parce que j'ai eu une opportunité de travail incroyable et parce que je voulais que nous soyons dans un endroit où nous serions tous traités avec respect et gentillesse. Quelqu'un était méchant avec nous avant ? Certaines personnes étaient méchantes, oui. Mais ici, nous avons trouvé une communauté qui nous apprécie. Lucas a ajouté, je me souviens à peine de notre ancienne maison maintenant. Ce n'est pas grave. Nous avons créé tellement de bons souvenirs ici. Emma a écrit soigneusement dans son carnet. J'écris que tu es courageuse. Ma maîtresse dit que c'est courageux de tout recommencer ailleurs. Merci, ma chérie. Nous sommes courageux tous ensemble. Le projet a valu à Emma les meilleures notes. Le texte qu'elle a écrit parlait de la famille, signifiant les gens qui vous aiment et vous soutiennent, pas seulement les gens auxquels vous êtes liés par le sang. Son enseignante a commenté qu'Emma faisait preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable pour son âge. Au fil des mois et des années, mon ancienne vie est devenue de plus en plus lointaine. Emma et Lucas sont devenus des enfants bilingues confiants qui aimaient le ski et les célébrations de la Midsommar. J'ai progressé dans ma carrière, dirigeant finalement toute la division européenne de mon entreprise. Nous avons pris des vacances en Italie et en Allemagne. Nous avons organisé des dîners avec des collègues qui sont devenus de véritables amis. Les tentatives pour me contacter ont finalement cessé. J'ai supposé que ma famille avait enfin accepté que j'étais vraiment passée à autre chose.
Parfois, je me demandais ce qu'ils disaient aux gens sur la raison de notre départ, comment ils expliquaient notre disparition. J'imaginais qu'ils se peignaient en victimes de ma surréaction, de mon incapacité à pardonner une simple erreur. Mais ce n'était pas une simple erreur. C'était un schéma qui se révélait pleinement, un aperçu derrière le rideau de la façon dont ils voyaient vraiment mes enfants et moi. Ils m'avaient montré qui ils étaient dans ce moment de cruauté désinvolte. Et je les ai crus. 3 ans après notre déménagement, j'ai reçu une invitation de mariage transmise par 5 personnes différentes avant de m'atteindre. Un cousin éloigné se mariait dans le Vermont. Une note manuscrite était glissée à l'intérieur. Cela signifierait beaucoup pour nous si tu pouvais venir. Ta mère et ton père seront là. Peut-être que ce serait une chance de renouer. J'ai envoyé un refus poli avec un cadeau généreux. Je n'avais aucun désir de renouer, de rouvrir de vieilles blessures, d'exposer Emma et Lucas à des personnes qui les avaient si profondément blessés. Nous avions construit quelque chose de beau en Suède, et je n'avais aucune intention de le contaminer avec la toxicité du passé. Emma et Lucas ont maintenant 11 ans. Ils parlent couramment le suédois et l'anglais, avec quelques notions d'allemand de nos voyages. Emma veut étudier la biologie marine. Lucas rêve de devenir architecte. Ce sont de bons enfants, des enfants gentils, confiants en eux-mêmes et sûrs de leurs valeurs. Ils ne se souviennent plus clairement de ce Noël. Quand ils posent parfois des questions sur leurs grands-parents, j'explique simplement que parfois les gens ne sont pas capables d'être la famille dont nous avons besoin, et c'est pourquoi nous avons construit notre vie ici. Ils acceptent cela avec la résilience que possèdent les enfants lorsqu'ils sont aimés inconditionnellement. Je n'ai jamais regretté d'être partie. Pas une seule fois, pas un seul instant. La décision que j'ai prise cette nuit silencieuse, en faisant nos valises pendant que mes enfants dormaient, a été la meilleure décision de ma vie. Je les ai choisis eux plutôt que l'obligation. J'ai choisi la paix plutôt que le dysfonctionnement. J'ai choisi notre avenir plutôt que leur confort. Parfois, la plus puissante des vengeances est simplement de bien vivre, de construire quelque chose de beau et de ne jamais regarder en arrière. Ma famille voulait que je finance leur style de vie, que j'accepte leur hiérarchie, que je tolère leur cruauté pour le bien de la paix. Au lieu de cela, j'ai pris mes enfants, mes compétences et ma détermination, et j'ai construit une vie qu'ils ne pourraient jamais toucher ni ternir. Ils ont découvert où nous étions partis 6 mois plus tard. Mais à ce moment-là, nous avions déjà planté des racines trop profondes pour être arrachées. À ce moment-là, nous étions déjà devenus des personnes qui appartenaient à Stockholm, qui avaient trouvé leur place dans un pays qui valorisait l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'égalité et le fait de traiter les gens avec une dignité humaine de base. La neige tombe maintenant à Stockholm, plus douce et plus fréquente que les violentes tempêtes de Boston. Emma et Lucas courent dehors pour attraper les flocons sur leur langue, riant en suédois et en anglais de manière interchangeable. Je les regarde depuis notre appartement chaleureux, une tasse de thé à la main, reconnaissante du chemin qui nous a menés ici. Mon téléphone reste silencieux. Ma vie reste paisible. Mes enfants restent heureux.